Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule au-delà du salon. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le testament. Ce fameux testament avec notaire Marie Spaquin du bureau de chez Beauchamp Gilbert Notaire. Et oui, ce testament qui peut déchirer la famille, tout comme il peut permettre aux proches de garder un souvenir heureux de la personne qui s'est occupée d'eux jusqu'à la fin. Alors, en ces temps inhabituels et troublants, c'est vrai que rédiger un testament, c'est pas vraiment jojo, puis c'est pas vraiment la première chose à laquelle on pense. Mais elle nous renvoie quand même à notre finitude, c'est-à-dire que là, avec tout ce qu'on entend, la mort si proche, la mort qui est très confrontante, alors c'est sûr que ça fait partie de notre démarche auquel on devrait s'arrêter et réfléchir sur le fait que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et la façon dont on le fait pour ne pas leur laisser un fardeau. Cependant, on sait qu'il y a aussi des problèmes humains complexes liés à l'héritage et la succession. Alors, pour ne pas ajouter une charge à la souffrance de la perte, il vaut mieux se préparer et épargner nos descendants. Alors, c'est avec Hélène que nous allons commencer cette capsule. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Je te dis, ça va très bien toi-même? Merci. Hélène, est-ce que je peux prendre des nouvelles de ton papa? Oui, avec plaisir. Écoute, il se passe parfois des choses inhabituelles et incompréhensibles. En fait, mon père s'est réveillé un matin en disant j'ai failli mourir, je suis allée très loin, là, je suis revenue et je suis guérie. Et effectivement, il n'est plus en train de mourir. Il est sur son chemin de fin de vie, c'est sûr, il a 89 ans, son corps est quand même détérioré, il n'est pas revenu, il n'est pas ressuscité, là, mais c'est le terme qu'il a employé. Il a dit je suis ressuscité. Et là, on se fait des zooms régulièrement et il se maintient. Donc, on profite en fait de tous les petits moments qu'on a ensemble. La vie est surprenante parfois, puis il faut croire qu'il y a encore des petites choses à vivre avec nous avant de nous quitter officiellement. Donc, on profite de ces installats avec lui. Mais aujourd'hui, j'ai surtout une pensée pour ma maman qui a appris qu'elle avait un cancer du sein et qui s'en va voir sa chirurgienne aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on vit toutes sortes de choses dans la famille en ce moment. Eh bien, écoute, on est de tout cœur avec toi puis ta famille, puis un courage à ta maman. On vous supporte puis on vous envoie des ondes super positives. Oui, c'est toujours bien de se sentir entouré dans ces moments-là parce que c'est des moments difficiles et exigeants aussi à 82 ans de voir son mari qui se détériore comme ça, qui joue un petit peu au yo-yo aussi, donc c'est dur sur les émotions. Et là, d'apprendre qu'elle-même a un cancer, donc c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à gérer à 82 ans. Elle habite toute seule dans son petit logement, mon père est en hébergement, donc c'est une période quand même intense, là. Mais on la supporte bien là-dedans, alors merci pour les belles pensées. Elle est chanceuse de vous avoir et de t'avoir, Hélène. Oui, bien en fait, on a de très bonnes conversations ensemble parce que le moment justement de confinement permet qu'on puisse prendre ce temps-là pour avoir des longues conversations ensemble. Donc, c'est un accompagnement qui est très différent, qui est à distance, qui n'est pas physique, mais qui est tout aussi utile. On a des conversations qui durent souvent 1 heure et plusieurs fois par jour sur différents aspects de la situation. Puis, ça lui permet de faire un petit bout de chemin puis de se sentir aussi soutenu malgré le contexte. Eh bien, Hélène, pour justement parler de ce qu'on laisse à nos enfants, cet héritage-là également qui est autant affectif que matériel. Toi, ta façon dont tu t'y es pris pour donner tes dernières volontés, du moins pour assembler toutes les informations pertinentes, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement. Moi, j'ai fait il y a à peu près, je ne sais plus combien de temps, je pense que ça fait quasiment 18 ans que j'ai fait ça. Parce que, tu sais, au fil de mon parcours, j'ai suivi toutes sortes de formations. Je vais toujours aller chercher des outils pour continuer de cheminer, d'avancer, d'apprendre et puis de pouvoir transmettre après ce que j'apprends. Et à un moment donné, dans une des formations que j'ai fait, il y a une dame qui donnait la formation qui a parlé d'une boîte de dernière volonté. Et là, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tout le monde à qui j'en parle me dit exactement la même chose. Et ça m'a interpellée. Et dans le fond, ce que ça disait, c'est que pour elle, c'était important de rassembler des documents, des informations, des témoignages, des désirs, des souhaits pour la fin de sa vie. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre d'être en fin de vie ou nécessairement d'avoir reçu un pronostic d'une maladie terminale pour se mettre à faire cet exercice-là. J'avoue par contre que ça m'a pris une bonne année de réflexion, à mijoter tout ça, parce que
on a une drôle de façon de penser dans notre société où on a l'impression que si on fait notre testament, si on fait notre mandat d'inaptitude, si on prépare des choses concrètes, c'est quasiment comme si on invitait la mort à dire, ben oui, je suis prête maintenant, alors je peux partir demain. Bien, on ne sait pas, peut-être que ça peut être ça aussi, hein, dans le fond, je veux dire, on ne sait pas notre parcours de vie, de quelle façon il va nous amener à quitter cette vie, mais c'est un exercice qui est très intéressant à faire et j'avoue que quand je l'ai commencé, j'ai vu ça un petit peu comme si je préparais ma valise avant de partir en voyage. Donc, là, c'est une autre sorte de voyage, c'est le grand voyage, mais j'ai quand même vu ça comme une façon de préparer mon voyage. Et j'avoue que la préparation comme telle m'a amené euh, une joie, en fait, de dire, ben, qu'est-ce que moi je veux laisser à ceux que j'aime? Qu'est-ce qui est représentatif de ma vie? De quelle façon je veux témoigner de mon existence, de mon passage sur Terre? C'est quoi les messages que je veux laisser à mes enfants? Donc, j'ai vécu cet exercice-là d'une façon joyeuse, je pourrais dire. Et quand j'ai terminé l'exercice, en fait, je me suis sentie légère parce que je me suis dit, peu importe ce qu'il arrivera et comment ça arrivera, parce qu'en fait, on ne sait pas, hein, je peux avoir un accident, moi, même si je suis en pleine santé, je peux avoir un accident, une crise cardiaque, un AVC, quelque chose qui m'amène à ne pas pouvoir faire cet exercice-là à temps. Donc, le fait de le préparer d'avance, même si c'est très d'avance, ça laisse quand même des traces. Tu sais, on dit, les écrits, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et dans ce document-là, dans cette boîte-là, en fait, il y a effectivement des documents écrits de ma main aussi, des souvenirs que je laisse à mes proches, qui vont laisser quelque chose de très concret, de très tangible. Et je t'avoue qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai refait le contenu de ma boîte parce que c'est sûr qu'en cours de route, mais comme je suis encore là, il y a des choses qui ont changé. Mes enfants ont grandi, ce sont des adultes, ma vision des choses s'est transformée aussi au fil du temps. Donc, j'ai eu à transformer cette boîte-là. Écoute, je vous la montre, je l'ai sortie parce que c'est une belle boîte quand même. Tu vois, ça, c'est ma boîte. Tu l'as personnalisé aussi. Personnalisé, j'ai mis des belles fleurs ici. Et écoute, cette boîte-là, en plus, elle est particulière. Elle ressemble quasiment à un cercueil. Hein? Oui, C'est qu'à l'époque, j'ai un de mes fils qui travaillait dans une entreprise de cercueil. Il y avait des petites retailles de bois, puis j'avais dit, fabrique-moi une boîte pour que je puisse mettre des documents dedans, puis fais-moi là de grandeur 8,5-11, que je puisse vraiment déposer une feuille sans avoir à la plier. Donc, j'ai fait cette boîte-là. Il m'a posé des pentures, donc elle s'ouvre. Et là, j'ai inclus là-dedans toutes sortes de documents, puis je vous en donne un petit peu un aperçu pour vous donner peut-être des idées, parce que c'est un bel exercice à faire. Parce que cet exercice-là permet en fait de se questionner soi-même sur notre vision de la mort et sur de qu'est-ce qu'on veut laisser après notre départ aux gens qu'on aime le plus au monde. Donc, bien sûr, c'est sûr que j'ai écrit des lettres que j'ai peaufinées au fil du temps parce que les premières lettres que j'ai écrites pour mes 2 fils, j'ai écrit ces 2 lettres-là pour mes fils. Au fil du temps, c'est sûr qu'ils ont vieilli, notre relation a changé aussi, elle s'est transformée. Donc, je leur ai réécrit des lettres, mais j'ai laissé la première que j'avais écrite. Ils auront probablement les 2 lettres et puis ils pourront peut-être comparer avec les dates. Si ça fait 10 ans que j'ai écrit cette lettre-là, si ça fait 20 ans, bien, qu'est-ce qui a changé dans notre vision, dans notre façon de faire les choses? J'ai aussi écrit plusieurs autres lettres à des amis, de la famille, des frères et sœurs. Donc, j'ai écrit une lettre personnalisée à chacun que j'ai déposée dans cette boîte-là. J'ai écrit aussi, en fait, j'ai choisi des pièces musicales qui me parlent beaucoup, qui ont un sens pour moi. J'ai même écrit un document où, par exemple, je dis aux gens, bien, si jamais j'étais dans le coma, suite à un accident, par exemple, comment j'aimerais que les gens se comportent avec moi? Puis c'est quoi ma vision du coma? C'est quoi cette étape-là dans ma vie, dans ma façon de regarder les choses? Après ça, j'ai composé, j'ai mis même sur une clé USB des informations, des photos. J'ai choisi des photos que les gens pourraient passer, par exemple, dans le cours d'une funéraille. J'ai composé, en fait, moi-même ma propre funéraille aussi parce que, dans le fond, je fais des funérailles maintenant depuis 4 ans et je me suis dit, bien, pourquoi pas, dans le fond, alléger les choses pour mes proches et composer, en fait, le rituel que j'aimerais qu'il soit fait dans mes funérailles. J'ai laissé à mes amis très proches des petits rituels à faire entre eux aussi pour souligner le passage dans ma vie avec la leur. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut mettre dans cette boîte-là. Des documents importants aussi. Testament, mandat d'inaptitude, donc tous des documents que les gens ont besoin d'avoir au moment du décès puis qu'ils ne vont pas trouver dans notre paperasse. Donc là, c'est réuni vraiment dans une seule boîte où tout est là, où ils peuvent retrouver des informations pertinentes sur la façon de faire les choses pour moi qui est importante. J'ai même écrit mon éloge funèbre
Parce que je me suis dit, dans le fond, ma vie, c'est moi qui l'ai vécue. Alors pourquoi quelqu'un devrait écrire sur ma vie, de quelle façon je l'ai vécue? Je me disais, je suis la meilleure personne pour écrire ça. Alors, j'ai composé mon éloge. Donc, on peut mettre un paquet de choses importantes là-dedans pour nous, sur notre vision de cette étape-là. Et j'avoue que moi, ça m'a vraiment enlevé un poids sur les épaules de dire, bien, ça, c'est prêt. Et si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, n'importe quand, bien, les gens qui vont prendre soin du fil de ma vie après vont pouvoir avoir des informations très pertinentes qui vont les soulager, qui vont alléger le fardeau, comme tu le disais si bien tantôt, d'organiser les choses après, puis de savoir qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était symbolique, de quelle façon j'aimerais qu'on souligne ma vie. Ah, Hélène, je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un exercice qui peut être très salvateur, tu sais, pour des gens justement qui se disent écoute, je ne suis pas rendue là, la mort, ça me fait peur, ou qui sont peut-être superstitieux, tu sais, parce Oui. que, alors peut-être tranquillement, en petite étape, à petits pas, laisser un document, un écrit, justement, des photos, des petits bouts de phrases. Je trouve que c'est une super bonne idée. On fait ce genre pas de boîte, mais d'album quand il y a une naissance, hein, avec nos bébés, puis on voit les étapes. Mais pourquoi on ne fait pas ça, justement, euh, pour préparer notre sortie, en fait? Tu as tout à fait raison. Et en plus, il n'y a pas de temps limite pour le faire. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre plusieurs années à tranquillement, justement, ajouter des choses. Ah, ça, c'est symbolique pour moi. Ah, ça, ce texte-là, je le trouve tellement beau. J'aimerais ça qu'il soit lu à mes funérailles. Puis en même temps, ça permet vraiment, tu sais, on dit que c'est important d'apprivoiser la mort, mais ça se fait petit pas par petit pas. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça se fait pas. Il faut se donner la chance et le temps. Et ça, c'est un très bel exercice pour se questionner soi-même d'abord sur le sens de la mort et de la vie aussi, parce qu'on parle de la vie beaucoup quand on fait ça. Hein? Quand j'écris les lettres à mes proches, c'est un exercice où je suis dans la vie en ce moment et je suis en train de parler à des gens qui sont aussi vivants, à qui j'ai le goût de dire des choses qui viennent de mon cœur. Donc, puis parler de notre histoire entre nous, parce que souvent, c'est des belles choses qu'on veut laisser. Hein? On veut leur dire à quel point ils ont été importants pour nous, combien ils ont été significatifs, de quelle façon ils m'ont permis de cheminer. Donc, c'est un très bel exercice à faire pour apprendre à apprivoiser la mort pour soi, mais aussi pour les autres et laisser quelque chose de plus lumineux, je te dirais, après le décès aussi. Mais j'irais plus loin que la joie et des bons moments. J'irais même dans les non-dits qu'on n'est pas capable d'exprimer Oui, euh, tout à fait. et puis qu'on traîne toute notre vie et que nos enfants à la mort n'ont jamais compris le pourquoi du comment. Mais le fait de juste le coucher sur un papier puis l'exprimer, peut-être que justement, ça permettra de mettre un baume sur les souffrances antérieures. Oui, vraiment. Et en plus, tu sais, quand on écrit, souvent, on va se relire après, puis on se dit, oh, tu sais, la première écriture, parfois, peut être un peu brusque parce qu'il y a des sentiments à exprimer. Puis en leur lisant, bien, il y a comme une thérapie quasiment qui se fait, puis on se dit, ah, c'est pas tout à fait de cette façon-là que je veux laisser mon message, tu sais, parce on peut effectivement dévoiler des choses qui ont été significatives dans nos vies, qui ont été difficiles aussi, mais en le relisant, puis en refaisant l'exercice, on peut faire une certaine guérison pour soi-même aussi à travers notre expérience. Et finalement, bien, le dire, mais d'une façon où on a réfléchi aussi sur la situation, puis où on a appris peut-être quelque chose en cours de route, puis qu'on veut laisser après. Puis je trouve d'ailleurs aussi que ça permet vraiment de personnaliser les funérailles. Parce que là, quand la mort arrive, on sait que les gens sont dans l'urgence, trouvent des photos éparpillées chez un et chez l'autre, mais là, tout est centré dans une boîte où justement les enfants ou les proches ont juste à aller puiser là-dedans puis dire, regarde, on va faire un amalgame de tous ces souvenirs-là pour célébrer maman ou papa. Oui, tout à fait. Et, tu sais, ils sont dans l'urgence, c'est vrai, mais ils sont aussi beaucoup dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on a de la difficulté à réfléchir. Hein. Les choses ne sont pas claires dans notre esprit. Donc, quand il y a des choses qui sont vraiment préparées, bien, à ce moment-là, ça nous permet, nous, de se pouvoir se déposer au fil de ça et à la famille de dire, ben, OK, elle souhaitait telle chose est importante pour elle. Et ça donne vraiment des outils, des indications sur la suite des choses pour eux. Alors, ils ont beaucoup moins parce que c'est quand même exigeant là, après le décès, là, quand une personne chère est décédée, ce que la famille doit faire après, c'est quand même beaucoup de lourdeur au travers de tout ça. Donc, plus il y a de choses qui ont été préparées, pensées avant, bien, ça va alléger, c'est sûr, la suite des choses pour la famille et pour les proches. Bien, merci Hélène pour ce partage intime de ton coffret et de la façon dont tu t'y es pris pour assembler ces informations-là à laisser à tes proches. On va continuer la discussion avec notaire Marie Spaquin du bureau de Beauchamp Gilbert Notaire.
pour avoir le volet plus légal, justement, pour transmettre nos dernières volontés. Alors, bonjour, notaire Paquin. Bonjour. Merci d'être présente pour explorer avec nous les différentes facettes du testament pour bien justement transmettre ses dernières volontés et surtout en ces temps de crise où l'urgence de s'attaquer à ce volet de paperasse fait sentir, sachant que ça va faciliter la vie de nos descendants. Alors, tout d'abord, laissez-nous, résumez-nous, là, quelles sont les étapes préliminaires pour faire un testament? Mais premièrement, donc on a plusieurs formes en même temps là, de testament. Mais quand on veut faire son testament, premièrement, là, les choses qu'on doit savoir, on doit savoir où on veut aller, à qui on veut donner nos biens. Est-ce qu'on veut tout donner à son conjoint, mais un bien particulier à notre sœur, une montre précise à notre frère, une toile qu'on veut redonner à une amie. Donc, si on a des biens précis qu'on veut redonner à quelqu'un, on les identifie. On ne fait pas le partage de la coutellerie, loin de là. Mais sinon, donc, un bien spécifique qu'on veut redonner. Puis après, là, le reliquat des biens, ça va être qui notre héritier? Nos enfants, notre conjoint, donc un organisme de bienfaisance. Donc, tout ça. Donc, c'est vraiment l'essence même du testament. On va pouvoir également aller, là, quand on a des enfants, nommer un tuteur, puis également le prévoir la distribution pour les enfants. Est-ce qu'on va vouloir qu'ils puissent recevoir l'ensemble du patrimoine à 18 ans ou vouloir l'étaler? Donc, c'est tout, notamment là, des éléments qu'on va vouloir voir là, dans notre testament. Est-ce que vous pouvez nous exposer les différents types de testaments qu'il y a au Québec qui sont recommandés ou bien nécessairement, pas nécessairement, ben oui, recommandés, mais et que vous préférez, c'est-à-dire que celui qui est le mieux adapté, là, qui serait le plus, l'idéal, le testament idéal finalement. Mais au Québec, en fait, on a 3 formes de testament qu'on retrouve. On a donc le testament notarié, le testament holographe et le testament fait devant témoin. Le testament notarié, lui, c'est le testament qui est signé en présence de 2 notaires ou d'un notaire et d'un témoin. C'est notre net plus ultra. C'est certainement celui que je recommande. Là, je prêche pour ma paroisse, mais on a beaucoup d'ajouts, là, beaucoup d'atouts qui se retrouvent. Son opposé sera là, le testament holographe. Le testament holographe, lui, est écrit en entier par le testateur et est signé par lui. C'est fait sans moyens technologiques. Donc, quand on pense à quelqu'un qui fait son testament par texto ou par vidéo, ça ne serait pas valide comme testament holographe. Vraiment dépourvu de tout moyen technologique, écrit manuscrit par le testateur. Ce testament-ci répond vraiment à un besoin urgent. Par exemple, on a un couple qui s'en va prendre l'avion, ils veulent faire leur testament, ils sont au restaurant, on écrit ça pratiquement là, sur la napkin, on veut quelque chose ponctuellement, rapidement. C'est notre testament holographe. Notre troisième forme de testament, c'est le testament qui est fait en présence de témoins. Donc, lui est écrit par le testateur ou par un tiers, puis il va être signé simultanément par le testateur en présence de 2 témoins. Puis, chacune des pages également doivent être paraphées. Les paraphes sont importantes. Le testament devant témoin, on parle vraiment, ça réfère à un formulaire qui aurait été acheté par le testateur que lui compléterait par la suite. Donc, peu personnalisé. C'est les 3 formes qu'on retrouve. Puis là, présentement, dans la situation dans laquelle on vit en état de crise et d'urgence avec des contraintes sanitaires, les gens, comment peuvent-ils justement se dire, OK, ben là, je procède, je vais, mais est-ce que le notaire peut se déplacer? Est-ce que la signature électronique prévaut? Quels sont justement les ajustements si à ce moment-ci, il y a quelqu'un qui se dit, ben là, il faut que je le fasse, là, je sens le besoin, l'urgence de le rédiger ou je rentre à l'hôpital, j'ai le COVID. Qu'en est-il? Comment on peut procéder? Mais c'est que il n'est jamais trop tard pour faire son testament. On a 3 formes de testament qui vont répondre à différents besoins, différentes situations et limitations en même temps avec cette période là, de distanciation et d'isolement. Donc, selon nos 3 types de testaments, on a certains avantages et certains inconvénients là, qui vont répondre à une situation plutôt qu'à une autre. Puis, même quand on parle de testament notarié en ce moment, donc hier soir, le décret également a été renouvelé, ce qui nous permet de faire des signatures numériques, là, des signatures des actes virtuels. On a donc une prolongation jusqu'au 6 mai en ce moment. Donc, tout le monde peut y trouver son compte là, avec les formes de testament qu'on a. Si on parle des avantages et des inconvénients à chacun, pouvoir mieux s'y retrouver puis s'identifier. Donc, quand on parle du testament holographe et du testament devant témoin, les avantages et les inconvénients sont similaires. Tout d'abord, quand on parle du testament holographe,
Le testament holographe, lui, est gratuit lors de sa confection et signature. Donc, vraiment, on pense à notre napkin sur le coin d'une table. C'est sans frais à la base et c'est rapide. Même chose pour le testament devant témoin. C'est peu dispendieux quand on repense à notre acquisition d'un formulaire et ça se fait également rapidement. Par contre, les inconvénients de ces documents-ci, c'est qu'on va se retrouver avec des documents qui vont être incomplets. Si on repense, donc, c'est à la situation que j'ai nommée tantôt, le couple qui s'en va prendre l'avion. Puis, juste avant, au restaurant, ils notent leur disposition testamentaire sur une napkin. Mais ça, c'est une situation qui s'est réellement passée également aux États-Unis. Et le couple fait leur disposition testamentaire. Ils disent, chacun de leur côté, sur leur napkin, ils disent, si je décède, tous mes biens s'en vont à ma fille. Puis, les parents, je veux que ce soit les parents de madame qui prennent la garde de notre fille. Le couple, ils prennent l'avion, font le voyage, reviennent à la maison. Tout le monde est sain et sauf, tout le monde va bien. Mais par contre, c'est qu'un peu plus tard, madame, elle est décédée d'un autre accident. Monsieur est toujours en vie, mais madame, elle a laissé des dispositions testamentaires disant que tout va à sa fille, pas à monsieur, qui lui est toujours en vie. On a donc des difficultés avec l'application. Madame, on a un document qui est fort incomplet. Madame avait seulement prévu, elle, en écrivant, sa tête voulait une distribution si on avait un décès simultané avec son conjoint. Mais c'est pas ça qui a été écrit. C'est « Monsieur, t'as rien. Tout va à ma fille. » Puis là, après, en même temps, on a mentionné, c'est pas monsieur qui va avoir la garde des enfants. On a juste dit, je veux que ce soit mes parents qui obtiennent la garde. Et les grands-parents de la fillette, eux, se disent, mon Dieu, pourquoi pas le conjoint? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça nous crée beaucoup de situations incomplètes. Puis ça nous amène également avec des documents qui peuvent être plus contestés, comme il y a peu de contrôle sur qui signe, comment, ou les contraintes qui auraient pu être imposées à un testateur. C'est des documents également qui peuvent être perdus, volés, détruits. On peut ne pas savoir que vous avez fait un testament holographe à la maison devant témoin, puis par la suite, même si on le sait, peut-être qu'on ne le retrouvera pas. Ça n'a pas été mentionné, des fois c'est encore très tabou. Donc, c'est important de pouvoir le mentionner. Puis, le dernier inconvénient pour ces deux formes de testament, c'est qu'ils doivent en fait faire l'objet d'une mesure de vérification. Donc, il y a une procédure judiciaire qui doit être faite devant notaire ou au tribunal pour mettre en vigueur le testament holographe et le testament devant témoin. Donc, il y a une mesure de vérification qui doit obligatoirement s'appliquer. Cette procédure judiciaire-ci coûte 6 à 10 fois le prix d'un testament notarié à peu près. Donc, c'est sûr que le testament notarié, à la base, on se dit holographe et devant témoin, gratuit ou faible coût, mais au final, quand on planifie, le testament notarié est beaucoup moins dispendieux. Ça nous permet d'avoir, quand on a une bonne planification, on prévoit mieux puis on économise. Les avantages d'un testament notarié vont être qu'il est complet et personnalisé. Le juriste va s'être assis avec son client, on va discuter, on va pouvoir bien cerner les enjeux juridiques et les besoins afin de fournir des documents qui vont être personnalisés, qui vont répondre à sa situation. C'est un document également là, qui va être presque incontestable. Je ne peux jamais dire jamais, mais comme avec toutes les mesures qui sont mises en place, ça permet là, d'avoir une bonne base. C'est des documents également qui vont toujours être retraçables. Un acte notarié, le testament notarié, va être enregistré au registre de la Chambre des notaires. Donc, la mention que vous allez avoir fait un testament va être enregistrée au registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires. Donc, si vous en faites un aujourd'hui, que vous le changez la semaine prochaine et que vous ne le dites pas à personne, on va toujours savoir que ça a été changé. Il y a un registre qui va tenir compte de ces changements-là et de l'évolution. La vérification du registre des recherches testamentaires est obligatoire suite au décès. Puis en même temps, c'est toujours retraçable parce que l'original est conservé dans les voûtes du notaire. Donc, c'est à l'épreuve des intempéries. Ça nous permet de comparer avec le testament holographe, l'original qu'on a à la maison, qui peut être perdu dans le déménagement combien de fois, passé donc à l'eau ou au feu. Donc là, sinon, l'original du testament notarié est conservé. On a toujours des copies supplémentaires qui peuvent être émises. Puis en même temps, le testament notarié, aucune procédure de vérification qui est requise. Dès qu'on a la confirmation que c'est le dernier avec la Chambre des notaires, on peut l'utiliser et procéder à la liquidation. La raison pourquoi ce n'est pas tout le monde qui a un testament notarié, mais qui devrait être encouragé, c'est parce qu'on a un coût pour la confection et la signature, contrairement au holographe et devant témoin, où le coût est reporté au décès. Mais quand même, le testament notarié offre beaucoup de conseils et d'accompagnement. Mais au final, ça ne veut pas dire que ça ne va pas coûter moins cher. On ne préservera pas nos descendants ou notre famille, au contraire. Dans l'urgence du décès, la succession, tous ces paperasses-là, si c'était notarié, bien, on sauverait beaucoup de temps, beaucoup de démarches aussi. Parce que vous dites que c'est enregistré, alors qu'il y a un accompagnement également avec ça.
Oui, tout à fait. Donc, considérant juste quand on évite le fait de la faire une vérification de testament au décès avec un testament holographe ou un testament devant témoin, on parle là, d'un coût d'une procédure là, qui c'est 2000 $. On peut parler là, de 6 à 10 fois le prix d'un testament. Hmm. C'est une mesure, donc on se dit, souvent les gens vont quand même vouloir faire le testament holographe parce que présentement, ils ne le payent pas, puis c'est réduit de la succession, mais au final, c'est la même poche. Donc, c'est sûr que si on l'a planifié, mais ce coût-là est annulé avec le testament, puis on a vraiment prévu les bonnes volontés testamentaires, comme tantôt, dans l'exemple, madame a donné ses biens à sa fille, mais si monsieur avait été en vie, elle aurait voulu que ce soit à son conjoint. Bien, comme il n'y a pas d'interaction, même chose avec un formulaire, le manque d'interaction nous amène avec des documents qui vont être incomplets puis qui ne vont pas traduire votre réalité puis vos besoins réels. Ou peut-être que vous n'auriez pas pensé que vous étiez propriétaire à 1% de la maison de votre beau-frère parce que vous l'aviez aidé à acheter un immeuble. Fait que ce pourcentage-là, on ne voudrait peut-être pas le laisser à vos enfants, peut-être qu'on aurait voulu le céder à votre beau-frère. Fait qu'il y a toute une série, une démarche là, qui est essentielle pour bien cibler les besoins. Excuse-moi, j'aurais une petite question, notaire Paquin. Puis on peut s'attendre à quoi si, par exemple, on décide de faire un testament chez le notaire? Bon, on est un couple, on a chacun des enfants de notre côté. On décide de faire un testament qui est un testament individuel pour chacun ensemble ou comment ça fonctionne exactement? Une première rencontre, par exemple, où on veut faire un testament chez le notaire? En fait, donc, tout d'abord, donc, il n'y a pas de testament conjoint. Le testament conjoint est nul. Chacun doit avoir son propre testament. Puis, donc, quand on fait un testament notarié, il va y avoir 2 rencontres. Puis, c'est sûr que maintenant, donc, on peut utiliser, là, jusqu'au 6 mai, on peut utiliser là, les moyens numériques. Là, on va parler là, qu'on va avoir une première rencontre où on va prendre toutes les informations pour que mes lunettes puissent devenir vos lunettes. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux pour que je puisse bien vous offrir les bons outils pour l'accompagnement. Puis après, donc, il va tout avoir une série là, de rédaction pour que le deuxième rendez-vous, on puisse signer. Fait que dépendamment de la situation, que vous ayez des enfants d'une même union ou d'une union précédente, selon les besoins en même temps pour chacun des enfants, puis là, où ils en sont, mais c'est toute une discussion. Fait que vraiment, la première rencontre, c'est une discussion pour qu'on cible vos besoins propres pour qu'on puisse le traduire là, dans le testament. Et puis, Maître Paquin, qu'arrive-t-il quand il y a quelqu'un qui n'a pas fait de testament, qui n'a pas rédigé de testament? Est-ce qu'il y a un ordre d'héritier? Donc, on a une dévolution légale qui est prévue par la loi. Donc, si quelqu'un n'a pas fait de testament, ça va aller. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler là, de 3 dévolutions légales. Donc, à qui vont vos biens si vous n'avez pas fait de testament dans 3 situations? On peut regarder tout d'abord si une personne décède avec un conjoint et des enfants. Il faut faire attention ici, le conjoint, on parle d'un conjoint marié ou uni civilement. Le conjoint, le fait, est complètement exclu de notre chapitre en droit des successions au Code civil. Donc, si une personne décède avec un conjoint de fait et qu'elle veut l'avantager, c'est nécessaire et obligatoire qu'elle fasse un testament, sinon le conjoint de fait se retrouve sans la maison, sans les REER, sans de compte bancaire ou d'investissement. Donc, ça sera un must, si on veut, pour le conjoint de fait. Donc, maintenant, si on retourne à nos moutons, pour une situation où on a une personne qui est décédée avec un conjoint et des enfants, le conjoint se retrouve avec 1/3 du patrimoine du défunt, alors que les enfants recevront 2/3. Mais si on se dit, les enfants ont 2/3 de la maison, des investissements, des comptes bancaires, de l'auto. C'est rarement la situation qu'on veut privilégier ou qui nous ressemble. On voudrait peut-être que tout est à notre conjoint, puis qu'après si le conjoint est décédé, on veut que ça aille aux enfants, ou peut-être qu'on voudrait moduler selon les biens et non un 2/3 complet pour les enfants. Donc, c'est sûr que comme ce n'est pas une situation, c'est très rigide, c'est prévu par la loi. Donc, si on veut en déroger, c'est important qu'on puisse faire un testament. Mais dans une deuxième situation, si on regarde où on a une personne qui décède sans conjoint avec des enfants, ça peut être une personne qui est monoparentale, une personne divorcée ou une personne qui est veuve. Mais dans ce cas-ci, les enfants reçoivent tout. À l'inverse, par contre, quand on a une personne qui est décédée, qui a un conjoint, marié ou uni civilement, sans enfants, le conjoint ne se retrouve pas avec l'ensemble du patrimoine. Il va avoir que 2/3 des biens du défunt. Les parents, le père et mère du défunt ou ses frères et sœurs vont recevoir 1/3. Donc, si on se remet dans cette situation-ci, la personne qui est décédée, son conjoint devient copropriétaire de la maison, de la résidence principale avec ses beaux-parents. On les adore, la belle famille, c'est sûr. Pour les soupers le dimanche, les quelques appels Zoom,
mais est-ce qu'on veut être copropriétaire de notre maison avec les beaux-parents? Puis là, en plus, on a des beaux-parents divorcés, ça fait encore plus de familles, un peu plus de conflits, alors qu'on aurait pu prévoir la situation. C'est sûr qu'on veut peut-être avantager nos parents, nos frères et sœurs, leur remettre une somme d'argent parce qu'ils nous ont grandement aidés avec les études et tout, mais peut-être qu'on ne voudrait pas faire un tiers partout. Donc, c'est important si on veut. C'est des mesures légales, ça permet à tous d'avoir des dispositions pour prévoir la dévolution de ces biens, mais c'est important de savoir ce qui s'applique à vous, ou de consulter, de vérifier c'est quoi votre situation actuelle, vos biens réacquis si vous n'avez pas de testament, est-ce que ça vous convient, mais sinon de prévoir également un testament qui va faire une dévolution de vos biens selon vos besoins, votre situation et les enjeux juridiques également qui sont attachés avec vos obligations. Puis en même temps, donc également dans le testament, on parle de vos dispositions funéraires. Donc, c'est un autre point également qui est important. Ça, c'est dans le fond, Maître Paquin, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de situations qui sont très différentes. On ne peut pas mettre ça dans une case et puis mettre tout le monde au même endroit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples reconstitués, des enfants ensemble, pas ensemble. Donc, il y a vraiment des situations très uniques pour chaque individu qui fait qu'on a besoin d'être conseillé justement pour prévoir tout pour tout le monde. Tout à fait. On peut avoir ces mille et une situations. On peut avoir deux couples avec des enfants d'un même lit, mais avec des enjeux différents. Peut-être que le père est appelé à avoir l'argent lui brûle les mains, puis l'argent, ça sort. Fait qu'on veut peut-être protéger un montant d'argent pour les enfants. On peut se retrouver également avec des enfants qui ont des difficultés ou des handicaps. Donc, on peut créer des fiducies. On a beaucoup, beaucoup d'options. Donc, c'est la beauté de pouvoir faire des testaments qui vont être très personnalisés parce que même si on se dit, bon, ben, c'est une famille recomposée, mais ce n'est pas une recette pour toutes les familles recomposées. On va vraiment regarder les besoins et les enjeux. Êtes-vous propriétaire d'immeuble? Êtes-vous copropriétaire avec d'autres individus? On regarde beaucoup de choses pour s'assurer que le document soumis par la suite répond à vos besoins réellement. Donc, c'est loin d'être un formulaire. Et puis, ce testament-là, on peut le modifier à tout moment? Oui, il est toujours modifiable en autant que vous êtes apte. Donc, c'est sûr que si on est sous régime de protection, votre mandat de protection a été homologué, on ne peut plus le modifier. Mais tant que vous êtes apte, on peut faire une modification, vous pouvez le changer à la limite tous les semaines. En plus, comme c'est enregistré à la Chambre des notaires, on va toujours pouvoir retracer les changements. Puis, vous pourriez même venir, monsieur et madame pourraient venir au bureau du notaire ensemble et par la suite, madame pourrait revenir, modifier son testament sans monsieur. Puis, avec le secret professionnel, le changement de madame ne serait pas dévoilé à monsieur non plus. Donc, tout est très confidentiel là, par rapport au testament. En termes de révision du testament, ce qui est recommandé, donc, de le faire des changements, de réviser ou de revisiter son testament à tous les 5 ans. On peut se dire souvent là, que pour nos refinancements, les gens, quand ils achètent une maison, le terme de 5 ans qui est très populaire, mais les gens ont des fois de la difficulté à compléter le terme de 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est important dans ce temps-là, si on ne complète pas le terme de 5 ans parce qu'il y a des séparations, la famille change, on achète plus grand, on a parti des compagnies. Et quand la situation change, c'est important de revoir son testament pour être sûr également que ça représente encore nos volontés et notre situation actuelle. Donc, au moins, là, de juste dire jeter un coup d'œil, de voir si tout est correct. C'est sûr que, puis sinon, si tout est beau, on peut le laisser ainsi, mais sinon, c'est de faire les démarches là, pour qu'on puisse le mettre à jour. Et puis, pour le choix justement du bon exécuteur testamentaire, comment on le fait? Comment vous le suggérez? Donc, c'est sûr que ça va être pour vous de prendre une personne de confiance. Ça peut être le conjoint, un ami, un proche, un membre de la famille. Ça peut être un professionnel. Fréquemment, au bureau, on est également nommé pour être liquidateur, tant par des clients que même par la cour, pour régler des successions qui sont dans des impasses. Donc, ça fait partie des choses également qui sont à voir à la prime abord, donc ça va nous prendre un majeur. Je vous dirais de prendre quelqu'un également qui a un bon sens de l'organisation, qui va être capable de bien travailler pour pouvoir s'occuper de respecter vos dernières volontés, puis qui va être efficace. Ça demande le liquidateur, c'est un autre travail de 9 à 5, là, c'est assez, ça devient prenant. J'imagine. Et puis, au niveau des limitations, à qui on peut donner notre héritage, quelles sont les règles? En fait, au Québec, on a notre principe clé, c'est la liberté de tester. Au Québec, on peut donner nos biens à tout individu, tout organisme. Donc, il n'y a rien qui m'empêche au Québec de déshériter mon conjoint ou mes enfants au profit d'un organisme de bienfaisance, contrairement en France où on a des limitations qu'on doit avoir. On a le principe de la réserve héréditaire qui vient protéger des classes d'héritiers. Au Québec, on peut donner à qui on veut. Il n'y a pas
des fois, la seule difficulté, c'est nos obligations sociales, morales, où on se sent un peu inconfortable, mais on se rassure, on peut faire ce qu'on veut dans son propre testament. Et puis, on parlait il y a le mariage qui annule pas le testament, mais est-ce que le divorce, il y a un impact sur notre testament? Le divorce, oui, a un effet sur votre testament également. Donc, si vous aviez fait un testament alors que vous étiez marié, que vous êtes maintenant divorcé, mais le conjoint qui serait nommé au testament ne sera plus votre héritier ni votre liquidateur. Même s'il y a eu cette révocation-ci, on voudrait peut-être quand même refaire un nouveau testament pour moduler les versements aux enfants ou prévoir des nouvelles dispositions. Mais oui, le divorce aura un effet là, sur les legs. Mais c'est toujours le dernier qui compte, hein? Même si la situation a changé, si on n'a pas refait ou fait des corrections à notre testament, c'est toujours le dernier qui prévaut. Oui, toujours le dernier. Okay. C'est ça, dans la mesure où il n'y aurait pas de modification en ajout, si on avait donc notre dernier testament, c'est lui qui prévaut. J'ai une question ici de M. Réginald Godin, Maître Paquin. Voici, est-ce que présentement, nous pouvons faire un testament au Québec par vidéoconférence avec un notaire, tel qu'il est permis de le faire en Ontario et en Colombie-Britannique? Il s'agit de mesures exceptionnelles dans ces deux provinces. Est-ce que le Québec a suivi cette nouvelle façon de faire durant la pandémie? On a donc le programme Émergence, donc, qui est de la signature d'actes numériques en ce moment. Donc, oui, donc il y a des notaires qui ont suivi le pas. Donc, on a le décret qui nous permet encore, donc, jusqu'au 6 mai, de faire là, des actes numériques en ce moment, des assermentations web. Donc, c'est des options qui peuvent se faire. On vérifie avec son notaire si le notaire a opté pour cette version numérique également de la documentation. C'est quelque chose qui peut se faire. Donc, ce n'est pas nécessairement généralisé, mais il faut vérifier avec chacun des notaires les décisions qui ont été prises personnellement. Là. Oui, tout à fait. Comme il y a des bureaux, même si notaire est un service essentiel, il y a des bureaux également qui, en cette période de pandémie, ont fermé le bureau également pour répondre à leurs besoins internes, pour se protéger, répondre aux besoins également familiaux. Donc, il y en a qui sont fermés, il y en a d'autres qui n'embarquent pas avec le numérique. Donc, c'est très propre à chacun. Puis, pour les démarches prioritaires à la suite d'un décès, est-ce que c'est la personne, elle doit appeler son notaire? Comment on procède? Est-ce que c'est la maison funéraire? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, la première étape, ça sera de faire les recherches testamentaires. Au départ, on est souvent très pressé à liquider la succession, mais notre première étape, c'est de faire la recherche testamentaire. On ne peut pas liquider la succession sans avoir obtenu les confirmations de quel est le dernier testament. Ça nous prendra en même temps l'acte de décès, donc une preuve de décès officielle du directeur de l'État civil pour liquider la succession. On ne peut pas la liquider avec une attestation de décès du salon funéraire. Une fois qu'on a donc nos documents de base, on obtient nos copies conformes du testament. Donc, le testament notarié, on disait que l'original est toujours conservé chez le notaire, mais qu'on peut avoir des émissions de copies conformes là, sans limite auprès du notaire, là, moindrement que paiement des frais. Et par la suite, on peut liquider notre succession. Quand ces volets-là, quand on a commencé à liquider, qu'on a identifié nos actifs, on va vouloir se faire un inventaire de succession. L'inventaire de la succession permet aux héritiers de limiter leurs responsabilités en ayant fait l'inventaire. Donc, identifier les actifs et le passif au moment du décès. Ça nous permet, donc les héritiers ne seront pas responsables au-delà de la valeur des biens reçus. Parce que sinon, les héritiers sont responsables, sans inventaire, seront responsables de tous les dettes du défunt, présentes et futures, même si ça dépasse le montant reçu. Puis par dette future, oui, même si la personne est décédée, on peut se retrouver avec des nouvelles dettes qui apparaissent. Si on pense, par exemple, si je vous donne l'exemple de monsieur est bien bricoleur, il y avait un immeuble à revenus, il a décidé qu'il enlevait le réservoir d'huile. Il l'a enlevé lui-même, il a bien bricolé. Puis, en bricolant, par contre, quand il a fait le retrait, il y a du dépôt d'huile qui est allé dans la terre. Puis après, il a retiré le réservoir d'huile, il l'a amené sur ses terres dans le nord, mais le réservoir d'huile, sans formalité supplémentaire, est juste déposé sur les terres. L'huile continue de couler, va dans le sol et contamine la nappe phréatique. Donc, dans ce cas-ci, tant dans l'immeuble qu'on a en ville que sur les terres, on se retrouve avec du sol contaminé. Monsieur vend de son vivant les deux immeubles, donc pas d'immeuble dans la succession, mais monsieur a vendu des immeubles avec un terrain contaminé. La succession est maintenant responsable de vices cachés. Donc, une fois qu'on aurait liquidé la succession, on peut se retrouver, donc ici, on s'est retrouvé avec des poursuites dirigées contre la succession
pour un vice caché qui avait été créé, qu'on a retracé à l'époque où monsieur, le défunt, était propriétaire. Donc, en ayant fait un inventaire, on vient limiter sa responsabilité au montant reçu. Ça nous évite là, des mauvaises surprises avec des réclamations également pour le futur. OK, c'est vraiment intéressant parce que c'est des réflexions auxquelles on ne pense pas. Justement, vous nous amenez sur d'autres avenues. Là. Mhm. On a d'autres questions ici. Micheline Brula qui demande est-ce qu'un testament fait sous forme vidéo est considéré? Si une personne, disons moi-même, je me fais une vidéo demain matin pour faire mon testament, non, c'est donc le testament holographe ne peut pas avoir de forme vidéo, texto. Il doit être manuscrit, écrit en entier de la main du testateur et signé par lui. Il ne pourrait pas avoir de moyens numériques. On parle du testament devant témoin. Lui pourrait être dactylographié, donc écrit à l'ordinateur, mais on n'aurait pas de vidéo comme telle. Merci. Puis il y a Mme Lynne Leblond qui demande à quoi sert un testament si je n'ai pas de conjoint et un seul enfant qui devient l'héritier de tous mes avoirs? Donc, même si on n'a pas de testament, même si on a un seul enfant, qu'on n'a pas de testament, mais ça reste toujours une bonne idée. Peut-être qu'on va vouloir, est-ce qu'on veut, oui, peut-être tout laisser à l'enfant, mais est-ce qu'on veut avoir des modalités supplémentaires, tout de suite nommer notre enfant est mineur? On voudrait tout de suite nous-mêmes choisir ça va être qui le liquidateur, nommer des remplaçants également pour éviter là, des mesures, puis des délais ou des actes supplémentaires pour faire les nominations de liquidateurs, prévoir nos limitations pour nos choix pour nos services funéraires. La succession est responsable de payer pour les frais funéraires. Mais c'est important de dicter ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les funérailles nationales ou on veut quelque chose de simple et convenable, qu'on veut être incinéré, par la suite inhumé? Donc, il faut donner un barème, des lignes directrices également à la famille pour ça. Puis, en ayant un testament, le testament serait déjà applicable, contrairement à avoir d'autres documents qui nécessiteraient des interventions pour faire des déclarations d'hérédité, reconnaître que c'est cet enfant-ci qui est l'héritier, nommer un liquidateur. On va donc plus vite également encore avec le testament et c'est moins coûteux. Somme toute, on ne devrait pas rendre le testament obligatoire, mais ça devrait être fortement suggéré de s'y atteler. On ne s'attend pas à ce que le testament devienne obligatoire. Donc, la loi prévoit, donc, pour ceux qui n'ont pas de testament, donc des mesures, mais c'est sûr que ça peut ne pas correspondre à tous et chacun, donc comme être copropriétaire avec la belle famille ou devenir copropriétaire avec nos enfants. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, je conseillerais toujours de consulter avec un professionnel, de vérifier votre situation globalement. Donc, ça serait quoi qui seraient vos héritiers et qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse vraiment répondre à vos besoins. Est-ce que la mesure légale vous convient? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait également là, vous offrir au terme d'un testament pour que ça réponde mieux à votre situation. Donc, très recommandé d'avoir un testament, puis d'obtenir les conseils appropriés également. Car à tort, c'est vrai que plusieurs personnes croient que le testament est destiné pour des gens malades ou des vieillards ou des gens, justement, qui ont un héritage, un patrimoine à laisser. Mais dans le fond, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour le faire pour monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est ça. Donc, il n'est jamais trop tard. Comme je vous ai mentionné au départ, on a 3 formes de testament. Ces 3 formes de testament qui peuvent répondre à une multitude de situations, de besoins ponctuels, d'urgence, pas d'urgence, de distanciation ou d'isolement. Donc, même avec la COVID-19 qu'on a en ce moment, selon vous vous êtes complètement isolé ou non, vous êtes en mesure de faire votre testament selon les 3 formes de testament qu'on a au Québec. Il n'est jamais trop tard. Ça peut du moins répondre à votre besoin maintenant. Bien, merci beaucoup, Maître Paquin, pour tous ces éclaircissements et ces réponses, car il y a en effet méconnaissance et des fausses idées reliées au testament. Alors, merci d'avoir répondu aux questions du public et puis, bien, à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Ça a répondu à plein de questions, justement, qu'on se pose et qu'on ne se pose pas, mais qu'on devrait peut-être se poser. Parfait. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci aussi. Alors, Hélène, c'était vraiment intéressant. Hein? C'est un sujet, je pensais lourd, mais non, vraiment, j'ai appris plein de trucs. Effectivement, moi aussi, j'ai appris plein de choses et je réalise en fait qu'il y a des choses comme tantôt, tu sais, quand on parlait de la teinte d'huile, puis du monsieur qui est décédé, mais que la famille se retrouverait en fait avec la problématique des sols contaminés. C'est pas quelque chose que j'aurais cru. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas hein, sur cette situation-là. Puis, il y a tellement de situations particulières aussi que, dans le fond, je pense qu'on n'est jamais assez informé puis qu'un bon professionnel peut justement nous guider au travers de tout ça et nous donner les outils dont on a besoin pour faire en sorte que
que ce qu'on va décider pour nous et pour nos proches soit pour le mieux pour tout le monde, en fait. Oui, en effet, Hélène. Puis, on devait accueillir Maryse, la harpiste, mais malheureusement, il y a un souci technique. Alors, on va la réinviter parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. C'est une harpiste qui fait de la harpe-thérapie en soins palliatifs, qui accompagne les gens tranquillement vers leur fin de vie avec son instrument magique. Alors, malheureusement, on va se reprendre la semaine prochaine. D'ailleurs, avec nos invités qui seront fort intéressants également. Alors, Marie-Pierre Beauséjour, qui est étudiante au doctorat en interdisciplinaire sociologie, anthropologie et sécurité publique à l'Université de Concordia, viendra avec nous réfléchir sur la question suivante. Est-ce que la prise en charge de la mort devrait être reconnue comme un service essentiel? Et puis, il y aura Julien Simard qui possède un doctorat en gérontologie sociale urbaine et qui est chargé de cours à l'Université de Montréal, qui donne des cours au personnel soignant sur la fin de vie et les approches palliatives. Alors, lui aussi viendra poser son regard sur notre façon d'accompagner les aînés, ces êtres les plus fragiles de la société, surtout en ces temps de pandémie. Alors, oui. Je sens que ça va être extrêmement intéressant, puis il va y avoir beaucoup de questions aussi. Prépare tes questions, Hélène. Puis merci pour ta présence, Hélène. Puis mes pensées sont avec ta maman et ton papa qui a ses élans de vie. Et puis, je lui souhaite de continuer d'être aussi vivant. De tous les petits moments qui passent. La vie, c'est ça, c'est d'être dans l'instant présent puis de suivre le courant. On n'a pas le contrôle nécessairement du moteur. On suit le fil et on apprend toujours quelque chose. Absolument. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires d'héritage, comme il y a autant d'histoires familiales, mais la succession ne se résume pas qu'à l'argent, n'est-ce pas? Elle touche aussi la question qui se rapporte à l'affection entre les membres d'une famille. Alors, malgré les chicanes, les joies, les peines qu'on a vécues ensemble, on reste toute notre vie les enfants de nos parents et au-delà de la mort, les parents le restent également dans ce qu'ils laisseront à chacun de leurs enfants. Alors moi, je vous souhaite de léguer l'essentiel, l'amour en héritage. Alors merci d'être avec nous, de nous suivre, de nous encourager. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Hélène. À la semaine prochaine. Ça dit, et quelle belle façon de finir cette belle capsule avec l'amour en héritage. Merci à notre belle Marie aussi qui est derrière l'écran, qu'on ne voit pas, mais qui coordonne tout ça de main de maître. Alors, ce fut un plaisir encore d'être avec vous autres aujourd'hui. Merci Hélène.